Bonjour à tous. Merci d'être là. On va commencer. On a déjà pris quelques minutes de retard. N'hésitez pas à venir devant et vous asseoir. C'est comme dans les salles de cours. J'ai donc le plaisir de commencer à passer la main. Donc, je suis Aymeric Perchamp, je suis le coordinateur de la stratégie d'accélération santé numérique. Je travaille à la délégation numérique en santé au ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. Et j'ai le plaisir de commencer à inviter sur scène David Senati, co-responsable du numérique en santé, pour nous dire un mot d'introduction. David, c'est à toi. Oh, dis donc, quelle petite musique et tout, c'est formidable. On dirait une campagne électorale. Bonjour à tous. Ravi de vous recevoir ici, à Issy-les-Moulineaux, dans ce très bel amphithéâtre, dans ce très beau lieu, que c'est la première fois qu'on organise un événement ici. On est vraiment ravis. Ravi de voir aussi que vous êtes très nombreux à être ici. J'ai certains que j'ai vus hier, d'autres non, au Schuel Steak Days. Déjà pour vous remercier de votre engagement toutes ces dernières années. Aujourd'hui, on fête les 3 ans de la stratégie d'accélération santé numérique, les 4 ans de Genius et les 5 ans des talents de la e-santé. C'est un truc de fou. Du coup, bravo à toutes les équipes qui travaillent ardemment sur l'ensemble de ces programmes, et bravo à vous pour avoir participé à cette aventure. Il y a 3 ans, quand on lançait la stratégie d'accélération santé numérique avec les collègues de l'interministériel et l'Agence de l'innovation en santé, on était vraiment surexcités à cette idée de vraiment lancer un programme qui puisse vous accompagner de l'idée jusqu'à l'accès au marché de vos innovations, en passant par la recherche, l'évaluation clinique, le marquage CE, bref, toutes les étapes que vous nous aviez lors d'une large consultation pointées du doigt comme étant des défis importants à relever. Je ne peux pas vous dire qu'au bout de 3 ans, on a réglé tous les problèmes qui vous pourrissent la vie au quotidien. Ça, c'est clair, ça serait mentir. Néanmoins, on a ensemble posé les pierres d'un système qui, aujourd'hui, commence à fonctionner, où on commence à voir l'émergence de solutions innovantes qui accèdent au marché. Ça ne va pas aussi vite que ce que vous voulez, ça ne va pas aussi vite que ce que l'on souhaite aussi. Il y a encore de nombreuses barrières à franchir ensemble. Sur la prise en charge anticipée, par exemple, sur la télésurveillance, mais également sur l'accès aux données de santé pour la recherche. On a encore des points de fluidification et d'amélioration. On y travaille en interministériel tous ensemble. Donc sachez que vraiment on est pleinement investi sur la suite. Ce n'est pas une fin aujourd'hui, c'est juste la continuité de l'élan qu'on a ensemble entrepris il y a quelques années. Vous êtes aujourd'hui plus de 220, je crois, plus de 220 lauréats de la stratégie d'accélération, à avoir bénéficié de financement à la fois des acteurs de la recherche, des acteurs académiques, des acteurs industriels, des acteurs hospitalo-universitaires. Ça fait un total de 500 millions d'euros qui ont été engagés. Quand on lance un programme de 700 millions d'euros, on dit toujours, on annonce des chiffres, c'est cool, ça fait des gros chiffres, mais concrètement, vous n'en voyez pas encore la couleur. Là, 500 millions ont été décaissés, hein, donc du coup, concrètement, enfin engagés. Et donc franchement, maintenant, la balle est dans votre camp, côté recherche, côté développement industriel, pour pouvoir mener à bien l'ensemble des projets pour lesquels vous avez obtenu les financements. Vous rappelez qu'on a à votre disposition l'ensemble des acteurs de France 2030 pour vous accompagner dans les difficultés que vous continuez à rencontrer, comme je le disais initialement, et à essayer de trouver des solutions à l'ensemble de vos barrières à l'entrée. Et enfin, vous dire qu'on est pleinement engagé aussi dans l'accompagnement au quotidien avec la plateforme Genius dont je parlais, que nous fêtions les 4 ans, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé, qui est une plateforme que vous consultez, j'espère, très fréquemment, qui est mise à jour régulièrement avec de nouveaux services. On vient de lancer un service sur l'accompagnement pour les innovateurs dans le secteur du médico-social, qui est une attente forte également, de pouvoir vous repérer dans cet écosystème qui n'est pas simple, avec de nombreux acteurs et de nombreuses sources de financement. Donc voilà, sachez qu'on est aussi à votre écoute sur Genius pour améliorer les services et répondre au quotidien à vos parcours d'innovateurs qui ne sont pas simples tous les jours, mais on est là à vos côtés. Et je vous propose du coup de passer la main à Aymeric pour un point sur le bilan de la stratégie d'accélération. Merci à tous et à très vite.
Merci beaucoup, David. Alors, on devait avoir plein de ministres aujourd'hui. On n'a pas tous les ministres. Néanmoins, on a un mot de Marc Ferracci, donc le ministre délégué chargé de l'industrie. Je vais vous le lire en son nom. Donc, la stratégie d'accélération santé numérique a un objectif, faire de la France un leader dans la médecine de demain. Je tiens à ce titre à saluer les entreprises lauréates de France 2030 dans ce cadre, dont les technologies innovantes permettront de concevoir et déployer en France les dispositifs médicaux de demain. Je voudrais maintenant passer la parole en vidéo à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, qui nous a fait l'honneur de nous faire une vidéo, car elle ne pouvait pas être là aujourd'hui non plus. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui pour cette journée nationale de l'innovation en santé numérique. Mais je tenais à vous adresser quelques mots néanmoins. Cet événement est l'occasion de célébrer ensemble nos avancées dans un secteur où la France s'affirme comme un leader mondial. En effet, depuis plusieurs années, notre pays s'est positionné à la pointe de l'innovation en santé numérique. Nous voulons d'abord évoquer les usages primaires qui touchent aux soins directs du patient avec des initiatives telles que Mon Espace Santé ou les travaux structurants menés par l'Agence du numérique en santé. Nous pouvons aussi évoquer les usages secondaires liés à la santé publique et à la gestion du système de santé, avec des infrastructures telles que le Système national des données de santé, les entrepôts hospitaliers ou encore la plateforme de données de santé. Tous ces progrès partagent une même ambition, renforcer notre offre de soins. La stratégie d'accélération santé numérique lancée en 2021 dans le cadre de France 2030 illustre parfaitement notre ambition. En seulement 3 ans, cette stratégie a impulsé une dynamique inédite, associant acteurs publics et privés dans un mouvement collectif d'innovation. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 32 des 33 actions prévues sont déjà engagées. 229 projets ont été soutenus, représentant plus de 530 millions d'euros d'investissement pour les établissements de santé, les organismes de recherche et les industriels. Les 3 filières qui sont mises à l'honneur aujourd'hui illustrent le potentiel de cette stratégie, l'imagerie, la santé mentale et la télésurveillance. Pour faire réussir toutes ces innovations, nous devons partir des besoins concrets du terrain. C'est pourquoi notre stratégie repose sur une approche participative et territoriale. Le guichet Genius, qui fête ses 4 ans, accompagne le parcours des innovateurs en e-santé. Des tiers-lieux d'expérimentation, des entrepôts de données de santé et de formation soutiennent l'innovation dans nos régions. Et bien sûr, les agences régionales de santé jouent un rôle essentiel en tant que relais au sein de leurs écosystèmes locaux. Ces innovations exigent aussi, et j'y suis très sensible, de la transparence et du dialogue. Ces derniers mois, un vaste travail de consultation a été réalisé dans le cadre de la future stratégie nationale sur l'utilisation secondaire des données de santé. Ce tour de France des entrepôts de données mené dans 10 CHU avec la participation des fédérations et des syndicats a permis d'associer tous les acteurs à cette démarche. Il n'y a pas d'innovation durable sans écoute et sans concertation. Et puis, dernier impératif pour moi, et non des moindres, vu la sensibilité des données de santé, le développement de ces innovations doit être réalisé dans un environnement de cybersécurité maximale. Pour conclure, je souhaite vous renouveler notre volonté de poursuivre ce dialogue avec tous les acteurs. C'est grâce à ce lien de confiance que nous construirons ensemble l'avenir de la santé numérique en France. Les décisions issues de ces consultations seront annoncées fin janvier, lors du lancement officiel de la stratégie nationale. C'est un rendez-vous crucial pour confirmer notre ambition commune, faire du numérique un outil puissant au service des patients, des professionnels et plus largement de toute la société. Alors avant de vous laisser, je tiens à féliciter d'avance et très chaleureusement les lauréats des appels à projets de la stratégie d'accélération
santé numérique qui seront dévoilés dans quelques minutes. Je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite des échanges fructueux tout au long de cette journée. À bientôt. Je souhaite maintenant accueillir le professeur Raphaël Gaillard sur scène, à qui je vais confier une mission compliquée, nous faire prendre de la hauteur, mais qui va saisir, j'en doute pas. Il est donc professeur de psychiatrie à l'université Paris-Cité, auprès du GHU Paris Psychiatrie et l'hôpital Sainte-Anne en particulier. Et c'est un profil rare de médecin scientifique et auteur, car il est également académicien, membre de l'Académie française depuis cette année. Merci beaucoup, Raphaël, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre invitation. Et alors, je vais essayer de parler vite parce qu'on m'a dit à la technique que je ne pouvais pas zapper dans mes vidéos. Et donc, je vais compenser en parlant vite. Ce qui n'est pas mon truc parce que vous savez que les psychiatres aiment écouter plus que parler. Et quand ils parlent, ils aiment bien parler. Donc, je vais faire des efforts. Alors, pour vous dire d'abord que en matière de rapport au numérique, on pense souvent compétition. En matière de rapport, d'ailleurs, je vais le dire plus simplement, l'intelligence artificielle, on pense souvent compétition. Et la réalité de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on fonctionne beaucoup plus par hybridation. Certains revendiquent même cette hybridation au plus fort. Je parlerai un peu plus tard d'hybridation forte. Et c'est le projet affiché, c'est plus qu'un projet, c'est déjà une réalité de cet homme dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, Elon Musk, qui a créé une start-up, qui n'est plus du tout une start-up, en 2016, qui s'appelle Neuralink, qui vise à implanter du matériel dans le cerveau des êtres humains pour, à ses yeux, nous donner la possibilité de faire face à l'essor de l'intelligence artificielle. Au fond, il ne serait pas question d'un affrontement, mais d'une hybridation, ou si c'est un affrontement, notre seule chance serait justement dans l'hybridation, plutôt que dans la compétition. Et alors, vous avez dû tous voir ce type de vidéo, donc je vais la lancer. Il y a toutes sortes d'animaux qui ont été implantés, je crois qu'elle est lancée là. Ici, c'est un petit singe. La première, c'était une truie du nom de Gertrude. Et vous allez le voir jouer à un jeu vidéo où même les plus réfractaires d'entre vous ont déjà dû jouer. Vous savez, ces jeux qui consistent à renvoyer une balle avec une sorte de raquette numérique. Alors là, il apprend d'abord à envoyer la balle sur la raquette, puis ensuite ça sera l'inverse. Ce qu'il a dans la bouche, c'est du jus d'orange. Sinon, c'est comme nous, il ne travaille pas. Et il progresse dans sa technique, comme vous le feriez, en travaillant avec cette raquette et cette balle. Dispositif ultra simple, de temps en temps distrait, mais il le fait. Donc il a un joystick dans la main droite, et ce que vous pouvez peut-être voir, c'est qu'il apprend à le faire de plus en plus vite. La particularité, c'est que ce singe, il ne fait pas que jouer avec son cerveau et la patte commandée par ce cerveau, il a un implant dans le cerveau, et que grâce à cet implant, on capte l'activité cérébrale correspondant à la commande motrice, et on va faire correspondre l'activité motrice à l'activité cérébrale réciproquement, c'est-à-dire qu'on va progressivement pouvoir se passer de la commande motrice. Donc là, vous voyez typiquement le type de signal qu'on obtient. Ces électrodes, alors parfois on parle de puces, c'est pas des puces en fait, hein, c'est un dispositif qui est équipé de plusieurs milliers d'électrodes qui enregistrent l'activité en continu. Là, vous voyez qu'il est meilleur, peut-être que les plus cliniciens d'entre vous, ou les Sherlock Holmes en herbe, ont déjà remarqué qu'en dehors de sa rapidité, il y a quelque chose de notable aussi. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. J'ai un peu le temps puisque je ne peux pas accélérer la vidéo. Non, on profite pour faire un exercice d'observation. Moi, je ne vous vois pas, mais vous devez pouvoir voir cet écran. N'en voyez rien de très particulier, remarquable dans ce moment. Non, du tout. C'est l'heure de la sieste. Le joystick est débranché. Donc vous voyez que lui persiste ou persévère. Et puis comme il n'est pas bête, il y a un moment, il a compris que ce n'est plus nécessaire. Donc on enlève le joystick et vous le voyez jouer là, comme vous pourriez regarder Roland Garros dans quelques mois. De part et d'autre du terrain, il joue les deux joueurs, il rate des balles de temps en temps, donc il commande par la pensée
C'est 2 raquettes, vous voyez qu'il n'est pas mauvais, et il se débrouille très très bien. Alors, est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'on doit seulement à Elon Musk? Non, hein. Déjà 3 ans avant Elon Musk avait été publié dans Nature un très beau papier d'une équipe de Stanford sur la possibilité de restaurer l'écriture par la pensée chez un patient tétraplégique. Et puis de temps en temps, et ça vaut le coup autour de cette journée, il faut faire un cocorico et penser ce que la France a pu faire. Il faut savoir qu'en France, on est très fort justement pour l'implantation de matériel intracérébral et notamment pour les techniques de stimulation cérébrale profonde. Là, ce que vous voyez ici, c'est la façon dont on peut descendre des électrodes dans le cerveau d'un patient, en l'occurrence d'un patient qui a une maladie de Parkinson. Donc vous le voyez sur une radiographie standard, c'est la deuxième image en partant de la gauche. Ensuite, vous le voyez sur le scanner, et puis vous voyez le dessin, le schéma tout à gauche, et la reconstruction de l'implantation dans le noyau sous-thalamique à droite. Et ça, c'est une invention d'un neurochirurgien grenoblois, Lim Benhabib, qui avait eu le prix Lasker, c'est l'antichambre du prix Nobel, et on est à, je pense, au moins 100 000 patients traités dans le monde de cette façon, donc on n'est plus du tout dans l'expérimentation, on est dans le soin courant. Je vous montre ce que ça donne. Voilà un patient qui a une maladie de Parkinson typique, avec ce tremblement dit à 3 Hz, comme on égrène un chapelet. Vous voyez peut-être aussi qu'il a le visage très figé, il a une perte du clignement des yeux, ça fait partie de la sémiologie de la maladie de Parkinson. Ce qu'il a en sous-clavier, là, c'est la pile et donc le système qui commande les électrodes intracérébrales que je vous ai montré. Là, c'est les gros doigts du neurologue qui allument la télécommande. Donc là, il vient de l'allumer. Vous allez voir dans l'espace de quelques secondes, le tremblement qui s'arrête à gauche puis à droite. Vous voyez aussi le visage qui s'anime, qui reprend des couleurs, les yeux qui se remettent à cligner. Ça, c'est de la motricité fine telle qu'elle est perturbée dans l'appauvrissement dopaminergique et à la destruction des neurones dopaminergiques et leur effet dans la voie nigrostriée. Et donc, vous voyez qu'il est content, il y a de quoi l'être. C'est vraiment quelque chose qui change la donne. Alors ça, c'est de la stimulation directe dans certaines structures cérébrales, mais on sait aujourd'hui que pour soigner autre chose que la maladie de Parkinson ou certaines dystonies, par exemple pour soigner les pathologies psychiatriques, j'y viendrai, il faut des dispositifs un peu plus intelligents que ça, qui supposent qu'on enregistre l'activité en continu et qu'une interface cerveau-machine nous permette d'adapter la stimulation à l'enregistrement en continu. C'est-à-dire qu'on a un dispositif relativement intelligent pour permettre l'adaptation de la stimulation à un enregistrement. D'ailleurs, l'enregistrement se fait généralement pas au même endroit que la stimulation se fait. C'est typiquement ce qu'on fait dans la dépression résistante ou dans le trouble obsessionnel compulsif. C'est ce qui est attendu comme progrès. C'est déjà une réalité. C'est d'ailleurs aussi des papiers importants français, il faut le souligner. Le hic, si je puis dire, ou en tout cas la question sur laquelle on doit s'interroger, c'est que je vous parle de soins ici, c'est normal, je suis médecin moi avant tout, le pôle dont je suis responsable reçoit un peu plus de 12 000 patients par an, c'est beaucoup et c'est très peu par rapport à l'immensité des troubles mentaux, mais en fait ces techniques, elles ne servent pas qu'à soigner, elles peuvent servir à augmenter, c'est les mêmes. D'ailleurs en médecine, c'est jamais très simple de faire la différence entre réparer et augmenter. Et certains, dont Elon Musk, je vous ai dit, c'est clairement sa perspective, veulent augmenter avec ces technologies. Et il ira clairement dans ce sens pour l'instant en soignant, en implantant des patients, qu'il appelle d'ailleurs pas des patients, mais des users, des utilisateurs, mais avec l'objectif très clair d'augmenter. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ces technologies seront utilisées pour augmenter. Quelles conséquences ça va avoir? On peut se donner quelques minutes pour y réfléchir. Eh bien, cette condition humaine à venir, ce silicone syndrome, fait de notre hybridation cerveau-machine, hybridation forte par vraiment l'interface directe cerveau-machine, sans même passer par notre motricité ou par notre sens, eh bien ça va avoir des conséquences. Et moi je fais partie de ceux qui sont très pragmatiques, il faut les anticiper et voir ce qu'on peut faire avec, plutôt que pousser des cris d'orfraie ou s'enthousiasmer de façon naïve. Première conséquence, eh bien, ce type d'augmentation aboutira à une forme de rupture de l'harmonie de l'homme.
Alors, je vous ai représenté, c'est là, ici, où j'ai repris la représentation célèbre de Léonard de Vinci, de l'homme de Vitruve. Donc, c'est l'harmonie physique de l'homme, son corps qui s'inscrit dans ce cercle et ce carré. Moi, je vous parle là de l'harmonie de son fonctionnement psychique. Et ici, il faut préciser que si tout ce que je vous montre nous fait sortir de la science-fiction, on n'est pas dans la science-fiction, c'est la réalité, eh bien, persiste une idée de science-fiction selon laquelle, quand on accède au cerveau, on accède à l'ensemble du cerveau. Or, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment souligner que ce n'est pas le cas. Notre cerveau, c'est un organe complexe d'1,4 kg, de 85 milliards de neurones. Donc, si vous mettez un implant à un endroit donné, vous n'avez pas du tout le signal ni aucune action sur les neurones qui se trouvent à 20 cm de là. Donc, vous n'avez d'effet que localement. Ce qui veut dire réciproquement que ce que vous pouvez réparer ou augmenter, ce sont uniquement les circuits qui sont à proximité de l'implant. Et vous n'avez pas accès globalement au cerveau. Et là persiste une idée de science-fiction selon laquelle vous auriez accès à tout. L'idée en gros qu'il existera un port USB dans le cerveau et donc vous branchez, vous avez accès à tout. Le symétrie de cette idée, c'est qu'on puisse digitaliser le cerveau, l'esprit, par le simple accès au cerveau. Évidemment, non, on n'a pas accès à l'ensemble du cerveau, on a accès à un endroit particulier. Donc on peut augmenter une fonction ou quelques fonctions, mais pas toutes. Ça veut dire qu'on fait de cet homme augmenté un homme qui a des hyper-compétences, mais pas quelque chose d'harmonieux. Pas comme dans ce fantasme ou cette revendication plutôt de la Renaissance, ou simplement ce que les parents, que vous êtes peut-être, s'attachent à faire pour leurs enfants, c'est-à-dire des compétences harmonieuses et pas avoir un super crack en maths, analphabète, si tant est que ce soit possible. Donc, on va vers une forme de disharmonie de l'homme, ce qui n'est pas simple à l'échelle individuelle, ce qui est encore moins simple à l'échelle du groupe, c'est pas si simple. C'est complexe, de faire fonctionner des individus qui auront des hypercompétences différentes et pour lesquelles donc l'échange, la communication, la façon de faire société pourra être entravé par la sélectivité de ces compétences. Ça, c'est la première conséquence, mais en fait, c'est la plus simple. La deuxième, elle tient au fait que ce cerveau, eh bien, il a déjà des limites. J'aime beaucoup ce papier, qui est un papier comme on en fait rarement, dans ce qui est pour moi la revue la plus prestigieuse, celle qui compare le codage de l'information chez le primate non humain, le singe qu'on a vu tout à l'heure, et le primate humain, c'est-à-dire vous et moi, et qui montre que le codage de l'information entre les mêmes régions du cerveau, en tout cas les régions homologues du cerveau, il est chez le singe très répétitif, très reproductible. Vous le voyez schématisé en bas à gauche. Il a une forme de périodicité. Et cette reproductibilité du signal lui confère une forme de robustesse. Si vous regardez le même signal ou le signal entre les mêmes structures chez l'homme, vous voyez que ce signal apparaît désorganisé, il apparaît en fait beaucoup plus complexe. Et s'il est beaucoup plus complexe, c'est parce qu'il transporte beaucoup plus d'informations, il est beaucoup plus informatif, ce qui évidemment permet de transporter donc beaucoup plus d'informations, ce qui peut-être fait de nous les sapiens que nous sommes, mais qui a une conséquence immédiate, c'est que nous avons perdu la robustesse de ce signal. Si vous déplacez un seul des spikes là, que vous voyez sur le signal en bas à droite, l'ensemble du message change complètement. C'est comme si vous preniez les lettres d'une page d'un livre, vous regroupez les mots et puis vous reconstituez les mots en ayant tout décalé d'une lettre. Ça devient tout simplement un autre texte. Ça ne veut plus dire du tout la même chose. C'est-à-dire que, en ayant plus d'informations, le moindre décalage aboutit à un tout autre signal, à une toute autre information. En fait, on a perdu la robustesse du signal, on perd en fiabilité, on gagne en informativité. Ça peut être à l'origine sur un micro-décalage, il suffit de fractions de millisecondes, au fait que le signal n'est plus du tout ce qu'il devait coder et que nous pouvons prendre des vessies pour des lanternes et, par exemple, vivre une expérience hallucinatoire. Et les auteurs de considérer, hypothèse corroborée par d'autres travaux, que ces bugs du cerveau, c'est ceux dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles mentaux. Alors,
On a toujours du mal d'ailleurs à rendre compte de la fréquence des troubles mentaux. Pourquoi 1% de la population générale souffre de schizophrénie, 2% de troubles bipolaires, ou bien une personne sur 5 connaît dans sa vie une dépression? Évidemment, d'un point de vue darwinien, c'est difficile à rendre compte, sauf si on considère que c'est le prix à payer de la puissance de notre cerveau. C'est une sorte de contre-coup de ce qui fait de nous des sapiens. Une autre façon de le dire, c'est que notre cerveau ne se supporte plus, il a des bugs. Et c'est ce dont nous avons l'expérience sous la forme des troubles mentaux, d'où le fait que j'ai à peine le temps de venir vous parler aujourd'hui, parce que la tâche est immense en matière de santé mentale. Alors, je suis venu pour vous parler d'hybridation et de ses conséquences. Qu'est-ce qu'on peut en inférer quant à l'augmentation de l'homme et cette augmentation particulière qui consiste à augmenter cet organe qu'est le cerveau, en ayant considéré que notre cerveau ne se supporte plus? Eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut faire l'hypothèse que, puisque notre cerveau connaît déjà des bugs, prix à payer de sa puissance, eh bien, nous payerons d'un prix plus élevé son augmentation. Autrement dit, nous devrions voir ces troubles mentaux augmenter en fréquence ou en impact dans nos sociétés, dans le même temps que nous vivons cette hybridation forte cerveau-machine, et nous devrions donc avoir affaire à une épidémie de troubles mentaux. Alors, sitôt qu'on formule cette hypothèse, il faut essayer de voir ce qui pourrait la conforter. C'est pas facile parce qu'il faudrait avoir une vision très large de l'histoire des troubles mentaux, avec une mesure constante de ces troubles mentaux, ce dont nous ne disposons évidemment pas. Et donc c'est difficile, on est né dans le guidon, mais peut-être qu'on peut quand même repérer quelques indices sur la réalité des troubles mentaux. Par exemple, la dépression. J'ai pris quelques données, notamment hors Covid, parce que le Covid a été un point de tournant, mais plus catalyseur probablement qu'autre chose. De fait, la prévalence de la dépression augmente régulièrement. Elle avait augmenté de 2% avant le Covid, elle a encore augmenté de 3% depuis le Covid. Vous savez que les jeunes sont encore beaucoup plus touchés, et je vous renvoie aux études d'épidémiologie menées par nos collègues de Bordeaux, avec vraiment une prévalence de la souffrance psychique chez les étudiants qui est très inquiétante. On voit aussi une population chez laquelle on pensait que tout se passait bien, que sont les préadolescents, les 8-12 ans, arrivés suicidaires ou en tout cas en grande souffrance. On a quelques faits divers comme celui de la pauvre Molly Russell pendue et dont les parents qui ont entamé une grande démarche judiciaire ont montré qu'elle avait été exposée à 2000 éléments explicitement liés à la dépression et au suicide. Bref, on peut se demander si en fait ce que l'on voit là, j'ai plus la main, non c'est avant, eh bien c'est pas déjà la marque de notre hybridation, une hybridation qui serait une hybridation faible, celle que nous avons avec les objets connectés devant lesquels certains d'entre vous sont, ou en tout cas auxquels chacun d'entre vous presque aura pensé le temps de cette présentation. Donc tout ça vous inquiète, on m'a demandé de vous faire prendre de la hauteur, ce qui est très prétentieux de ma part, alors que je suis un psychiatre qui vous déprime. Mais j'essaye d'être pragmatique. Quelle attitude par rapport à cette réalité ? En tout cas, ce que j'anticipe de cette réalité, vous aurez noté que certains éléments sont de l'ordre de l'hypothèse, même si vous suivez mon raisonnement. Premièrement, il faut que ces techniques servent avant tout à soigner. Donc c'est le sens de ce que nous faisons par exemple à Sainte-Anne, où nous avons bénéficié, suite aux assises de santé mentale et psychiatrie, d'un financement important d'une 20aine de millions pour la création d'un institut de neuromodulation, et donc pour créer vraiment l'espace pour le développement de ces technologies d'interface cerveau-machine pour soigner et pas augmenter. Donc redoublons d'efforts puisque l'augmentation, elle, se payera de davantage de troubles mentaux. Premier élément, le soin. Deuxième élément, réfléchir un peu plus largement à l'histoire de l'humanité, celle de son hybridation, et constater, comme je l'ai dit en introduction, que de toute façon, nous sommes foncièrement hybridés. Et je fais référence là à un élément crucial raconté dans le Phèdre de Platon, le mythe de Teute. Teute, c'est le dieu Thoth, en fait, qui Scribe invente entre autres l'écriture, qui est ravi de son invention et qui la présente déjà comme augmentation. Il le dit quasiment dans ces termes.
j'ai une invention qui augmentera chaque homme de la mémoire de tous les autres. On comprend bien ce qu'il dit par là, au travers de l'invention de l'écriture. Et le pharaon Tammuz, qui n'est pas pharaon pour rien, ne l'entend pas de cette façon, et intelligemment lui répond « Tu te trompes, ton invention ne fera qu'affaiblir les hommes, puisqu'ils n'auront plus besoin de se souvenir. » Ce faisant, il fait exactement la critique que nous faisons constamment aux objets que nous utilisons, à la façon dont nous externalisons un certain nombre de compétences, qui fait par exemple que nous sommes devenus incapables de retenir un numéro de téléphone, voire un digicode, simplement parce que nous en avons délégué la capacité à nos smartphones qui en contiennent des dizaines ou des centaines. Et vous voyez que la critique était exactement la même, celle de Tammuz. Finalement, l'écriture, cette hybridation qui nous augmente, c'est aussi celle qui peut nous affaiblir. Et en fait, on retrouve cette ambivalence, ce double effet pharmacone, dit Platon, de l'avènement de l'écriture. Alors finalement, moi, ça m'amène à penser que la grande hybridation de l'humanité, c'est l'avènement de l'écriture. Et c'est pas rien, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'histoire, parce que désormais on peut raconter les choses. Et ça procède de quelque chose qui est assez similaire à notre rapport aux technologies, aux nouvelles technologies, puisqu'il s'agit d'externaliser, de déposer hors de soi son savoir. On peut dire que le livre, c'est le premier disque dur externe, c'est quelque chose qu'on met hors de soi. Et la lecture elle-même, c'est un rapport d'incorporation, d'hybridation, qui n'est pas sans lien avec ce qu'on peut se représenter du rapport à la technologie, jusqu'à l'hybridation forte que j'ai évoquée, qui est d'ailleurs pas sans effet secondaire, qu'on pense à Emma Bovary et à son suicide suite à sa lecture assidue des romans d'amour, ou bien à cette expression que j'aime beaucoup de Daniel Pennac, des maladies textuellement transmissibles. Donc, c'est pas rien cette grande hybridation, mais dans l'ensemble, ça a été une grande réussite. Ça a été une grande réussite à l'échelle collective, celle de l'humanité. D'où l'hypothèse que je formule, que nous pourrions nous en inspirer. Alors là aussi, sitôt cette hypothèse formulée, est-ce qu'il y en a des éléments qui le confortent ? Il y en a un qui vient justement de l'IA, et ça, je m'étonne que personne ne le souligne, c'est que l'IA qui fonctionne aujourd'hui, celle dont on se réjouit tous les jours, en tout cas moi, ChatGPT, les IA génératives, eh bien c'est quoi ? C'est sur un hardware qui est de l'ordre du mimétisme neuronal, c'est des réseaux de neurones. Eh bien, il a fallu le rendre intelligent, et le rendre intelligent, c'est l'éduquer. Ça aurait pu être au 3e millénaire par des millions d'images. Non, c'est par la lecture. Qu'est-ce qui a rendu intelligent ChatGPT ? C'est d'avoir lu des millions de pages. Et je parle d'intelligence, et je soutiens d'ailleurs le propos. Et donc on voit que c'est une démonstration in silico. Si on prend une imitation de notre cerveau et qu'on la soumet à la lecture, ça produit de l'intelligence. Le paradoxe étant d'ailleurs qu'au même moment où donc des outils artificiels deviennent intelligents par la lecture, nous regardons des images, ce qui évidemment est paradoxal. J'en viens à ma conclusion. Tout ceci est inéluctable. Il nous faut avancer vers cette perspective de cette hybridation faible actuellement et forte, cerveau-machine. Et il faut travailler à soigner, bien sûr, ça c'est mon quotidien, mais aussi peut-être essayer de prévenir certains de ces effets secondaires. Peut-être que nous pouvons nous inspirer de la réussite de cette grande hybridation, puisqu'elle a beaucoup de similarités en fait avec l'hybridation technologique, c'est-à-dire la lecture et l'écriture, par ce qu'elle représente, c'est-à-dire ce rapport physique au mot, ce souffle de la lecture, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans une temporalité qui n'est pas celle simplement de scroller et de zapper, par le fait, évidemment ça intéresse le psychiatre que je suis, qu'il n'y a pas de meilleure façon de se former et devenir empathique que la lecture à mes yeux. Je vais retenir juste ce mot s'autrifier de Pessoa. Le but étant pas de devenir intelligent, ou plus exactement si, le but étant peut-être de devenir intelligent, surtout émotionnellement, mais surtout de ne pas devenir cultivé, le but étant surtout de donner une forme à notre cerveau. Et finalement, cette définition qu'on prête notamment à Édouard Herriot, la culture c'est ce qui reste dans l'esprit quand on a tout oublié, c'est ça l'essentiel. De même d'ailleurs que ChatGPT n'est pas intéressant par ses connaissances, il hallucine beaucoup trop, mais par l'intelligence qu'il a. Et l'enjeu, c'est bien ça. Quelle forme pouvons-nous donner à nos neurones, j'aime mieux forger mon âme que la meubler, par la lecture et l'écriture, pour mieux naviguer vers l'hybridation technologique qui, pour moi, est un devenir certain. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Je vous confirme qu'on a quand même pris de la hauteur. Le challenge est remporté. La difficulté, c'est de passer après le professeur Gaillard. Je laisse quelques secondes de silence. Je ne sais pas si ça va m'aider. La lourde tâche que j'ai maintenant, c'est un petit peu d'être sur des éléments plus pragmatiques sur le suivi de la stratégie d'accélération santé numérique, justement. On va quand même parler un petit peu d'IA, peu d'hybridation. Je vous garantis que je suis en tout cas sans implant cérébral, donc il faudra excuser ma non-augmentation. Donc sur la stratégie, David l'a déjà souligné et je ne vais pas forcément revenir énormément dessus, mais on a décliné donc 5 axes particuliers que je vais dépiler un petit peu derrière sur la formation, la promotion de la recherche, un axe data sur l'expérimentation et l'accès au marché et aux innovations. Donc les chiffres, ils ont déjà été donnés, hein, je ne vais pas revenir dessus. Peut-être le chiffre qui n'a pas été donné, c'est ce qu'on appelle des guichets ouverts, qui sont des appels à projets ou des guichets qui permettent l'accompagnement des innovateurs. Il y a Genius évidemment dedans, qui n'est même pas compté dans les 14 d'ailleurs, mais on parle effectivement des appels à projets et des différentes aides qui existent pour les projets. Également, une dimension qui a été soulignée par la ministre de la Santé, c'est la dimension territoriale. Sur la plupart des actions emblématiques qu'on a, on a essayé de s'inscrire vraiment dans une dynamique dans les territoires pour avoir des formations sur l'ensemble des universités de santé, avoir des tiers-lieux d'expérimentation partout dans les territoires et également des entrepôts de données de santé. On voit également que l'ensemble des projets sont issus des territoires, même s'il y a forcément une petite dimension Île-de-France plus importante, il faut quand même le reconnaître. Donc, sur ce premier axe formation, il y a un objectif à terme de former l'ensemble des apprenants au numérique en santé en formation initiale. Il y a déjà 70 000 apprenants sur cette rentrée universitaire qui seront formés par les 30 lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, ce qui représente 70% des universités du secteur santé, et avec notamment l'utilisation de Pixplus professionnels de santé pour valider les acquis. Là-dessus, j'en profite pour faire les annonces que la ministre de la Santé n'a pas eu le temps de faire dans sa courte vidéo, et notamment d'annoncer les 6 nouveaux lauréats de l'AMI Compétences et métiers d'avenir sur les différentes universités. Donc on le voit, c'est à Marseille, à Lyon, Créteil-Val-de-Marne, sur Paris-Saclay, Nantes et l'université de Picardie, Jules Verne. Bravo à tous les lauréats avec les actions correspondantes pour lesquelles elles sont lauréates. L'ensemble de ces informations seront reprises dans un dossier de presse qui sera mis en ligne cet après-midi, je ne sais pas exactement à quelle heure, en tout cas après la plénière, où vous pourrez retrouver l'ensemble des lauréats que je vais annoncer aujourd'hui. Également, un axe important, très complémentaire de la formation, c'est la recherche. On avait déjà annoncé précédemment 17 projets lauréats en recherche santé numérique dans 150 laboratoires qui couvrent notamment des thématiques d'IA, de jumeaux numériques, d'évaluation des technologies médicales et des dispositifs médicaux numériques avec des nouveaux systèmes, et également une analyse sociologique du numérique en santé. On a également les portails Fresh et France Cohort qui sont Fresh et financés. France Cohort, le financement est en cours d'études. Et puis également un axe de transfert de technologie sur lequel il y a 18 projets qui bénéficient d'un financement sur la maturation issue du consortium Comsan qui est copiloté par INSERM Transfert et la SAT Sud-Est. Donc là, je vous présente justement les 11 projets qui ont été validés cette année par ce consortium. Donc, je ne vais pas tous les détailler, encore une fois, ils seront dans le dossier de presse, mais bravo en tout cas à l'ensemble de ces lauréats, sachant que les sujets précis aujourd'hui, pour des raisons de protection par propriété intellectuelle, ne sont pas dévoilés, ils ne le seront pas non plus dans le dossier de presse.
Également, et c'est un axe un petit peu nouveau qui n'apparaissait pas il y a 3 ans au lancement de la stratégie, mais qui a pris une importance énorme, et on y reviendra dans la suite de la plénière, c'est comment favoriser l'exploitation des données. Donc, on avait réalisé un appel à projet sur les entrepôts de données de santé hospitaliers avec 16 lauréats qui avaient été dévoilés l'année passée. On a également des lauréats d'un appel à projet Data Challenge en santé qui est opéré par BPI France et la plateforme de données de santé qu'on appelle aussi le Health Data Hub, et également des projets lauréats qui sont issus de l'appel à projet DataE qui est piloté par la DGOS. Donc il y a un certain engouement sur cette partie exploitation de données. Je reprends ici les 5 nouveaux lauréats de l'appel à projet Data Challenge en santé qu'on annonce aujourd'hui. Donc l'IHU ICANN, le Miracle, la PHP sur la Pitié-Salpêtrière, l'association Hôpital Foch et le GHU Sainte-Anne, mais aucun lien avec Raphaël Gaillard ici. Néanmoins, ça reste dans l'équipe. Donc également, il y a un axe sur le renforcement de l'expérimentation et de l'innovation ouverte en santé avec 37 tiers-lieux d'expérimentation en santé. Normalement, ceux qui suivent disent « mais non, il y en a 25 ». Effectivement, je vais en annoncer 26. Je vais en annoncer 11 nouveaux juste après, accompagnés de projets d'expérimentation qui s'appuient sur les tiers-lieux et également un accompagnement, un financement, mais c'est également un accompagnement avec un appel à projet un peu spécifique pour l'évaluation du bénéfice clinique et ou médico-économique des dispositifs médicaux numériques, qui est un appel à projet qui est assez ambitieux, extrêmement exigeant et qui vise vraiment à apporter la preuve finale, si j'ose dire, même s'il n'existe jamais de preuve finale, ça reste toujours il y a toujours un besoin d'évaluation au fil de l'eau et en continu, mais une preuve qui permet d'accéder au marché, non pas réglementaire, mais à un marché clinique et économique, si vous m'autorisez le terme. Donc les 11 lauréats de l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation sont détaillés ici. Je tiens à souligner particulièrement... Et on doit avoir un lauréat dans la salle. Le Océan Care avec le CHU de Martinique qui englobe également d'autres territoires ultramarins qui sont lauréats, qui permet vraiment de compléter une carte territoriale et un accès finalement à des établissements de santé et à des spécialistes qui peuvent accompagner ces innovations en termes de co-conception et d'évaluation dès le départ. Enfin, le dernier axe, c'est permettre l'accès au marché, aux innovations. Là-dessus, on souligne, même si c'est évidemment pas une action propre de la stratégie santé numérique, le passage dans le droit commun de la télésurveillance avec déjà 30 solutions de télésurveillance qui sont prises en charge par l'assurance maladie. On a également, et ça, il y a encore une marge de progrès bien identifiée, il n'y a que 3 solutions, ou déjà 3 solutions. Vous voyez si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, pour la prise en charge anticipée numérique avec Curity, Axomove et Continuum. Axomove qu'on reçoit dans quelques instants par ailleurs. Et puis 134 entreprises accompagnées dans le guichet diagnostic dispositifs médicaux dans le volet numérique qui est opéré par BPI France pour accompagner l'accès réglementaire au marché, à savoir essentiellement toutes les démarches réglementaires liées au marquage CE des dispositifs médicaux numériques. Sur les solutions de télésurveillance, je fais un petit panorama. Il y a 6 aires principales thérapeutiques, même si ce n'est pas les seules. On le verra juste après. On a les 5 indications thérapeutiques issues de l'expérimentation étape sur les pathologies chroniques. On rajoute l'oncologie. Je ne vais pas aller dans le troll savoir si est-ce que le cancer est une pathologie chronique ou non. Mais en tout cas, c'est clairement un bénéficiaire maintenant de la télésurveillance. Et également, je voudrais annoncer les nouveaux lauréats de l'appel à projet Innovation en imagerie médicale, donc de la vague 2 et de la vague 3, qu'on n'avait pas pu annoncer à cause de derniers changements gouvernementaux, sur lesquels je ne vais pas faire de commentaires. En tout cas, bravo à l'ensemble de ces lauréats. C'est un gros appel à projet qui a été piloté par la DGE qui m'a autorisé à présenter aujourd'hui les lauréats.
Également, les lauréats de la promotion donc French Tech 2030. French Tech 2030, ce sont des lauréats. Il y a 125 entreprises qui ont été lauréats d'un appel à projet, donc de la French Tech, et qui bénéficient d'un accompagnement particulier du public et plus attentif, parce qu'on pense collectivement ils sont extrêmement importants sur l'avenir de la France, sur l'ensemble des verticales. On a donc pas mal de lauréats aujourd'hui qui sont sur la partie santé numérique et qui sont décrits ici, qui sont Kiro Withings, Lifen, Synapse Medicine, Akemia et Qubit Pharmaceutical, si je prononce bien le dernier mot. Enfin, dans la stratégie, après 3 ans, on a également appris au fil de l'eau. On a des nouveaux enjeux particuliers, donc favoriser l'exploitation des données, je l'ai déjà dit. Également, accompagner le développement de l'intelligence artificielle, notamment d'un côté grâce à l'accès aux données, mais également à la surveillance des IA, et puis d'un autre côté grâce aux nouveaux usages de l'IA, à la fois pour le soin ou accompagner les établissements de soins ou médico-sociaux. Une dimension beaucoup plus européenne de l'accès au marché, avec notamment des nouveaux règlements. Évidemment, des thématiques de soins sont les grands défis en santé mentale, sur le bien vieillir, également des actions de prévention qui sont stricto sensu pas la stratégie santé numérique, mais qui sont articulées avec la stratégie santé numérique et avec différents pilotages, notamment un pilotage de l'AIS, de l'Agence de l'innovation en santé, pour renforcer la prévention. Et enfin, David a déjà fait le job avant. Je voudrais finir sur Genius, donc le guichet pour les innovateurs, avec quelques chiffres. N'hésitez pas à aller les voir, ils sont dans le hall d'exposition. Donc avec 300 000 visites, 800 000 pages de vues et de nouveaux services qui arrivent. J'aimerais maintenant m'arrêter là sur la partie un petit peu bilan de la SASN et rentrer dans du concret et du pragmatique et inviter sur scène 3 lauréats ou multilauréats donc de la société Poppins, VitaDX et AxoMove. Donc j'invite effectivement à me rejoindre ici donc François Ventron, directeur général et cofondateur de Poppins, Catherine Grosmaître, neuropsychologue, responsable du centre de référence des troubles du langage et des apprentissages, Alan Rodriguez, directeur général et cofondateur de VitaDX, et puis Boris Levesque, directeur général et cofondateur de AxoMove, et Thomas Davergne, qui est donc docteur en santé publique, épidémiologue et également kinésithérapeute et directeur scientifique de AxoMove. Alors, je vais vous passer sur le grill un petit peu un par un. Et vous poser en fait 2 questions importantes. Déjà, on va peut-être commencer par Poppins, comme ça on fait dans l'ordre, on ne va perdre personne. Donc François, est-ce que tu peux nous décrire effectivement quelle est la mission de santé de Poppins, qui est important, et en quoi finalement les financements ont permis d'accélérer le développement de Poppins? Je répondrai sur la deuxième partie de la question, et sur la première partie, je pense que le Dr Grosmaître sera plus à même que moi de répondre. Donc, je vais vous éclairer sur le contexte d'utilisation de Poppins. Poppins est une thérapie numérique qui peut être utilisée par les enfants dyslexiques. La dyslexie, c'est un trouble du neurodéveloppement qui est le plus fréquent. Donc ça concerne à peu près 8% des enfants, donc à peu près 1 million d'enfants en France, soit 2 à 3 enfants par classe. Or, nous avons 25 000 orthophonistes en France, qui sont répartis de façon assez inégale sur le territoire français. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des délais d'attente qui peuvent être extrêmement longs et aller de 6, 12, voire 18 mois pour ces enfants. Et donc, Poppins est proposé aux enfants en attendant d'avoir accès à la prise en charge orthophonique. Et puis, on sait par ailleurs que pour qu'une rééducation soit efficace, il faut qu'elle soit accompagnée d'un entraînement à la maison. Et donc, on peut proposer parallèlement à la rééducation orthophonique cette thérapie numérique. Et du coup, dans le cadre de l'AMI Santé Numérique, effectivement, ça nous a permis de financer la preuve clinique. Les travaux de Poppins dataient déjà de la littérature de recherche, d'une recherche participative avec 6000 enfants. Et l'AMI Santé Numérique nous a aidé à faire la preuve contre placebo dans un essai en double aveugle, qui a été un très très bel essai dont on est extrêmement fiers, avec la Pitié-Salpêtrière,
Poitiers et la Fédération française des 10 qu'on a pu mener entre 2021 et 2023 sur l'efficacité de Poppins dans la lecture chez ces enfants. Et donc, grâce à cette étude qui a porté sur un peu plus de 150 enfants, on a montré qu'en 8 semaines d'utilisation, les enfants qui avaient Poppins, et pas ceux qui avaient le placebo, progressaient significativement à la fois dans la qualité et aussi la vitesse de lecture. On est complètement dans le thème de l'intervention précédente. Et on est dans la réparation. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Alan de VitaDX. Pareil, c'est les deux mêmes questions finalement. Quelle est la mission de santé? À quoi ont permis qu'est-ce qui a été permis grâce au financement de VitaDX? Merci beaucoup, Émeric. VitaDX, c'est une société qui est spécialisée dans le développement de solutions de traitement de l'image intégrant l'intelligence artificielle pour le diagnostic du cancer. Plus spécifiquement, notre première indication, elle touche le cancer de la vessie, qui est une pathologie qui est très difficile à diagnostiquer de manière non invasive. Et donc après, on met en place un certain nombre d'actes beaucoup plus invasifs qui perturbent le parcours de soins du patient et qui peuvent représenter par ailleurs un coût pour le système de santé qui est assez important. Ce que nous avons développé, en fait, c'est une solution qui, à partir d'un échantillon d'urine, permet d'observer les éléments biologiques qui sont présents sur la lame et de donner une recommandation diagnostique à l'urologue. Et donc l'urologue peut ensuite arbitrer le parcours de soins de son patient, faire une endoscopie ou pas. On a eu la chance d'être soutenu à 2 reprises très récemment. Alors, dans le premier élément de soutien pour nous, ça a été dans le cas du concours iNov, ça a été de travailler non pas seulement sur, je dirais, une image d'un seul plan d'une cellule. Il faut savoir qu'une cellule, ça a une profondeur. Et donc, si on regarde seulement une coupe d'une cellule, on peut passer à côté d'informations qui sont très importantes. Là, aujourd'hui, on s'intéresse à regarder les éléments de 3 dimensions, c'est-à-dire de faire des coupes virtuelles de toutes les cellules qui sont présentes dans l'échantillon d'urine et de pouvoir poser un diagnostic beaucoup plus fiable. Le deuxième élément sur lequel nous avons été lauréats, c'est un appel à projet sur l'imagerie médicale, donc dans le premier volet. Et donc là, on s'intéresse à utiliser la technologie que nous avons développée, mais la transférer sur un autre organe et sur une autre pathologie, qui est le diagnostic du cancer de la thyroïde. Donc on est effectivement encore dans l'hybridation et du médecin, cette fois. L'impact du côté peut-être plus patient, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, avec plaisir. Donc sur la première solution qui est Visiocide Bladder pour le cancer de la vessie, l'utilisation de notre solution, elle permet plusieurs choses. Premièrement, elle permet en fait d'éviter un grand nombre d'actes qui ne sont pas nécessaires, notamment d'actes invasifs. Donc ça a un impact positif sur le parcours du patient. Ça optimise le temps, d'une part, évidemment, pour l'urologue, puisqu'on réduit le nombre d'endoscopies vésicales, mais ça permet également de limiter la contrainte de réalisation de l'acte d'endoscopie. Les coûts, réalisés, les coûts que représente cet acte, mais également, en fait, pour le patient, c'est moins de douleur, c'est moins d'infections urinaires, puisqu'il faut savoir qu'en général, quand vous avez une introduction, même si elle est petite, une petite caméra dans la vessie d'un patient, et bien souvent on a une infection urinaire. Et on voit apparaître autre chose qui est très important, qui en fait, les urologues se plaignaient à un moment, comme les patients sont suivis très régulièrement par des actes invasifs, ils ne viennent plus voir leur urologue. Donc c'est ce que les praticiens appellent les perdus de vue. Et donc en fait, grâce à notre solution, en précisant aux patients qu'on ne va faire l'acte uniquement quand c'est nécessaire, ils sont beaucoup plus volontaires en respectant le parcours de soins qui leur a été suggéré par l'urologue. Merci beaucoup, Alan. Avec plaisir. Je vais passer la parole donc, à Boris, côté AxoMove, avec peut-être les mêmes questions, la mission de santé, ce qui a permis de faire ce que France 2030 a permis de faire. Très bien. Donc AxoMove, nous, on répond à une problématique qui est l'accès aux soins de rééducation. Et dans la rééducation, je veux parler particulièrement des exercices de rééducation et de l'activité physique adaptée, qui est en fait centrale pour la prise en charge et les soins de beaucoup de pathologies, qu'elles soient d'origine musculo-squelettique, comme la lombalgie ou l'arthrose, qu'elles soient d'origine aussi neurologique, comme on peut penser aux suites d'AVC, de la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, ou encore toute la famille des maladies cardiovasculaires et respiratoires, qui nécessite en fait vraiment d'observer des exercices récurrents de rééducation, faire la promotion de l'APA, de l'activité physique adaptée. Et donc pour répondre à cet enjeu, on a mis en place aussi une solution qui est finalement hybride, qui a à la fois d'un côté un dispositif médical numérique qui va pouvoir faire la promotion d'exercices de rééducation, permettre le suivi du patient à distance et
de l'accompagner à distance, et de l'autre, une équipe de professionnels de santé, de la rééducation pour le moment, disponible pour accompagner les personnes. Et donc cette solution hybride, et on tient beaucoup à ce côté hybride, de ne pas laisser le patient tout seul avec une solution numérique, mais vraiment de proposer un accompagnement par des professionnels de santé. Elle est aujourd'hui diffusée à 360 autour du parcours de soins, en prévention, puisqu'on travaille aujourd'hui avec des grandes entreprises et des assureurs pour proposer cette clinique digitale en prévention, et notamment la prévention des TMS en entreprise qui représentent 30% des arrêts de travail. On la propose également dans le parcours de soins, puisqu'on la déploie à l'hôpital et particulièrement auprès des centres de rééducation. Et également, depuis peu, après hospitalisation de rééducation, puisque le temps en SMR il est très très court. Et donc il convient de continuer de motiver le patient à faire des exercices à domicile. Et c'est dans ce cadre-là qu'on rentre dans l'activité de télésurveillance médicale qu'a mis en place la France et qui permet à des professionnels de la rééducation de prescrire Axomove quand ils rentrent à domicile et de bénéficier, et là on a eu un avis favorable il y a quelques semaines de la HAS pour le remboursement de notre dispositif dans le cadre de la télésurveillance de la rééducation pour une première indication qui est la lombalgie. Et donc il y a la stratégie d'accélération de la santé numérique nous a permis en fait de financer au travers on fait partie en fait des 21 lauréats de l'appel à projet DMIA pour cofinancer en fait notre étude centrale qui est une étude randomisée contrôlée multicentrique et qui a constitué finalement le socle du dossier de demande de remboursement qui a été soumis par la HAS. Et donc là, on dispose désormais d'1 an de remboursement anticipé en pécan pour, dans un peu moins de 12 mois, redéposer le dossier pour passer cette fois-ci dans le droit commun. Merci beaucoup, très clair. Donc pour Thomas, la question un peu sur l'orientation médicale et le point de vue peut-être patient sur la rééducation, qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie des patients? Ouais, alors ça change pour les patients et ça change pour les thérapeutes. Ce qui change pour les patients, déjà, c'est 1, l'efficacité, 2, la flexibilité. Aujourd'hui, en 2024, pour la plupart des troubles fonctionnels, pour la plupart des maladies qui engendrent un handicap fonctionnel, on sait un peu mieux quel est le meilleur protocole à donner et quelle est la dose correspondante pour arriver à la meilleure réduction du handicap. Ce qu'on ne sait pas encore vraiment en 2024, c'est comment on fait pour faire en sorte que cette dose, elle soit vraiment bien administrée et que les patients suivent cette dose en entier. Et ce que permet ce genre de solution, c'est-à-dire via une rééducation à distance en télérééducation, via une télésurveillance, on augmente, on décuple la dose, donc l'observance, et du coup, on décuple l'efficacité. Et la deuxième chose, c'est que vous ayez eu une ligamentoplastie et vous devez suivre une 30aine de séances de rééducation en cabinet de ville, ou que vous ayez une sclérose en plaques et que vous deviez suivre un protocole intensif de 6 semaines à l'hôpital, ça demande quand même à chaque fois une adaptation de l'emploi du temps, ça demande de jongler avec le travail, ça demande de jongler avec les enfants, avec les obligations familiales. Et ce qu'on observe maintenant avec une dizaine d'années d'études bien menées et robustes, c'est que des programmes en face à face à l'hôpital peuvent conduire à la même efficacité que des équivalents bien menés à distance ou suivis à distance. Et donc c'est ça qui change beaucoup. Et pour le rééducateur, qu'est-ce que ça change? C'est qu'on est passé en une vingtaine d'années à l'image d'Épinal d'un rééducateur, d'un kinésithérapeute qui va être efficace parce qu'il voit en face à face, parce qu'il touche, parce qu'il est vraiment au contact du patient, à une action bénéfique, non seulement parce que c'est en face à face, mais parce qu'on prend en charge ce qui se passe en dehors des séances. Vous allez voir votre rééducateur 1% de votre temps, et 99% de votre temps, en fait, vous êtes sans lui. Mais vous avez des comportements de santé, vous pouvez faire des choses. Et avoir des protocoles d'exercice qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous pouvez suivre en autonomie, mais pour lesquels vous êtes supervisé indirectement par un rééducateur qui vous observe, et ben ça fait une différence. Merci beaucoup. Ce qu'on voit dans les 3 exemples, effectivement, le point commun, c'est une prolongation du patient, du soignant, des résultats, et également, je tiens à le souligner, même si vous avez eu un financement France 2030, c'est quand même grâce à votre travail que ces solutions arrivent jusqu'aux patients et permettent le soin. Donc merci énormément pour vos témoignages et puis votre travail au service des patients. Ah, encore. Juste une petite correction, du coup il y a maintenant une 7e indication dans la télésurveillance qui est la télésurveillance de rééducation. Merci. Tout à fait.
Je vais maintenant appeler avec moi sur scène mon collègue Claude Gissot, directeur de projet et AMDAC de la DRES, pour qu'on puisse vous faire un premier bilan sur la consultation publique, sur la stratégie, sur l'utilisation secondaire des données de santé. On va faire un petit retour, c'est un peu résumé des épisodes précédents. On a publié effectivement collectivement, interministériel, un document de stratégie initiale mis en consultation qui permettait notamment d'anticiper le futur cadre européen de l'espace européen des données de santé et de collaborer avec tout le monde pour construire ça. Donc, on a fait effectivement, ça a été souligné par la ministre, un tour de France des entrepôts de données de santé en s'appuyant sur les lauréats de l'appel à projet que je mentionnais précédemment. Vous voyez toutes les étapes. Je tiens d'ailleurs en passant à remercier l'ensemble des centres hospitaliers, des entrepôts de données de santé qui nous ont accueillis sur l'ensemble de ces étapes qui étaient vraiment passionnantes. On a pu également mener 32 entretiens ciblés avant, 43 contributions publiques ont été reçues. Juste un panorama, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est une très large consultation des acteurs et de l'ensemble des parties prenantes pour cette consultation. Donc la stratégie, on l'a divisée en 4 axes. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de regarder axe par axe quelle est en premier lieu une première synthèse des retours. Pour des raisons de temps, évidemment, on ne va pas représenter l'ensemble de la stratégie, mais se concentrer sur les axes et les points d'attention qu'on a bien entendu issus de ces nombreuses consultations. Donc sur l'axe 1, favoriser la transparence et la confiance des citoyens, on a eu des points d'attention sur l'importance énorme d'aller sensibiliser l'ensemble des citoyens. On l'avait souligné dans le document, mais c'était vraiment un point qui revient, notamment pour pouvoir alimenter une sorte de cercle vertueux issu de la confiance et de la transparence pour pouvoir bien utiliser les données et avoir accès à ces données. Également des évolutions, ce qu'on appelle le comité stratégique, qui a pour mission d'émettre des avis à destination des ministères pour aller réglementer, légiférer ou harmoniser les règles. Et c'est important que ce soit un lieu de consultation et d'avis avec l'ensemble des parties prenantes. Également bien noter les sujets de priorisation, des sujets d'hébergement, d'un côté du SNDS par la plateforme de données de santé, mais plus généralement pour l'ensemble des projets qui ont besoin de ces infrastructures. Également, une mission qu'on prend maintenant de clarification des futures obligations de l'espace européen des données de santé pour l'ensemble des acteurs. Et donc, pour l'axe 2, qui constituait donc des bases d'intérêt réutilisables, et évidemment, pour réutiliser les données, il faut déjà les construire. Et pour les construire, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on cherche et comment on peut les réunir. Donc, ça nous amène évidemment à travailler sur la manière d'identifier les données à la fois pour répondre aux besoins et aux besoins alors, de certaines filières de soins. Il y a des priorités de santé qui ont été citées tout à l'heure et évidemment c'est très important d'avoir dans l'idée ces filières pour essayer d'orienter le recueil et la réutilisation pour répondre à ces priorités. Et bien sûr, par ailleurs, comme vous le savez, on est sur l'usage secondaire des données. Ça veut dire qu'il faut aussi identifier là où elles sont et là où elles peuvent évidemment être exister pour ensuite les réutiliser. Ce qui nous amène à discuter de la manière de faire correspondre l'offre et la demande d'une certaine manière, c'est-à-dire à la fois de leur côté une cartographie des besoins et une cartographie des données qui permettent ensuite de bien identifier. Et évidemment, n'importe qui arrive sur le secteur peut ne pas connaître toutes les données immédiatement et ça fera partie des missions et des missions actuelles de la plateforme de santé, mais demain des ORAD qui arriveront, d'accompagner aussi les utilisateurs pour dire, ben voilà, vous voulez chercher ce type de données, ben voilà, elles se trouvent là et vous pouvez les chercher là. Donc c'était un travail très important à ce stade-là. Le
deuxième point, c'est effectivement la question des standards. Alors vous savez, pour bien réutiliser les données, il faut bien les connaître, il faut qu'elles soient normalisées, il faut qu'elles soient connues, documentées, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des travaux qui, évidemment, ne sont pas glamour et finalement, n'apparaissent pas forcément en front dans les travaux, mais chacun qui a travaillé sur les données connaît et sait l'importance de cette phase-là de transformation des données qui sont des données issues du soin pour beaucoup, pour les transformer dans des données qui sont utiles pour la recherche et pour l'utilisation secondaire. Et ce sont là aussi beaucoup de travaux sur les standards. Et alors évidemment, on a commencé ces travaux, en particulier dans le cadre de l'appel à projet de constitution des entrepôts. Mais évidemment, ces questions d'interopérabilité sont évidemment éminemment importantes et ça occupe et sera une nécessité aussi au niveau européen, parce que plus on est éloigné de la donnée, plus on a besoin d'avoir des métadonnées et des informations sur les données qui soient d'une grande précision pour pouvoir les utiliser avec efficacité. Et le troisième point, c'est évidemment, mais ça a été un peu évoqué déjà, c'est la question de la formation. Alors la formation, il n'y a pas que le citoyen qui doit être formé. Le citoyen est très important parce qu'il faut qu'il ait confiance. Pour qu'il ait confiance, il faut qu'il soit formé, qu'il comprenne ce qu'on fait et qu'il comprenne ce que va devenir de leurs données. Mais on sait évidemment que la principale cible, c'est souvent les utilisateurs des données qu'on cherche à former pour qu'ils travaillent bien. Mais il ne faut pas oublier non plus une phase de décideurs qui sont souvent, je me permets de, c'est-à-dire que les décideurs, ils disent, ben voilà, vous allez pouvoir me travailler ça, vous allez faire des statistiques, il suffit d'appuyer sur un bouton, les statistiques sortent. En général, c'est rarement comme ça que ça se passe. En tout cas, ceux qui ont l'expérience du sujet pourraient en témoigner. Et voilà. Et donc, il faut aussi que les décideurs aient conscience de la manière dont ces données sont produites, de la manière dont on peut les utiliser, etc., pour ensuite faire des demandes les plus appropriées possibles et aussi soutenir, parce que c'est très important, soutenir la constitution des données qui est par les décideurs, qu'ils soient évidemment à l'intérieur du ministère ou dans les organismes les plus importants de notre secteur. Sur l'axe 3, donc réunir les conditions nécessaires au partage et à la réutilisation des données de santé. On avait donc deux actions, proposer un répertoire des bases de données existantes et puis favoriser l'émergence d'un cadre et des modalités économiques et financières autour de la donnée. Donc effectivement, sur ce répertoire national des bases de données, l'objet c'est de savoir quelles sont les données, où sont les données, quel est le niveau de qualité des données. Il y a eu pas mal de travail, d'éclaircissement sur les différents termes, quand on parle de catalogue, de répertoire, de base de données, de métadonnées, et ça, on a bien pris également qu'il y avait besoin de clarifier et le vocabulaire, mais également quel est le rôle du répertoire. Le rôle du répertoire, c'est d'anticiper une obligation du règlement de l'espace européen des données de santé d'afficher quelles sont les données qui sont accessibles à des fins d'usage secondaire. Donc là-dessus, il y a un travail, il y a un plan de déploiement, un premier, donc ce qu'on appelle un répertoire de métadonnées. Donc les métadonnées, c'est ce qui décrit précisément quelles sont les données qu'il y a, quelles sont leurs caractéristiques, d'où elles viennent, comment elles ont été acquises, qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment elles sont normalisées. Et il y a un premier catalogue, un répertoire de métadonnées qui est fait sur la base du SNDS par la plateforme de données de santé et qui sera progressivement étendu pour intégrer des bases de données existantes ou en cours de création. À noter que comme c'est une obligation du règlement, forcément il y aura une obligation ce sera une composante requise de pouvoir décrire les données qui sont à disposition pour bénéficier d'un financement public. Également, donc, sur favoriser l'émergence et les conditions sur les modalités économiques et financières, il y a besoin, on le sait, d'une meilleure visibilité sur les financements, notamment sur des problématiques d'attractivité de l'emploi et de maintien des compétences, notamment au sein des entrepôts de données de santé hospitaliers. On sait que sur le financement, parce que c'est aujourd'hui les premiers pourvoyeurs de données, les entrepôts de données de santé hospitaliers seront la première priorité, mais on n'oublie pas pour autant les autres entrepôts qui sont également importants et qui auront besoin de financement et d'accompagnement, les deux étant quand même liés. Et on est en train de travailler sur une doctrine de financement qui sera applicable
à tous et en associant les différents acteurs sur cette doctrine, sachant qu'encore une fois, le financement et le cadre européen demandent de toute façon une mise à disposition des données, puisqu'une notion de partage, et que cette mise à disposition sera une des composantes du financement. Et donc l'axe 4, donc là aussi on est sur améliorer les conditions de réutilisation et faciliter leur réutilisation avec évidemment des questions qui tournent autour des procédures d'accès et des aspects de simplification de ces procédures. Hein. Bon, alors, ici, c'est pareil, vous avez la connaissance de ces procédures qui paraissent parfois complexes et lourdes et longues. Nous allons essayer, évidemment, et nous cherchons toujours à améliorer les choses. Et évidemment, il y a aussi des données qui seraient rendues plus faciles d'usage, notamment sur les données synthétiques. Donc, il y a un travail important qui sera fait sur la question. Et évidemment, il y a toute la question d'harmoniser les procédures une fois qu'on a l'autorisation d'accéder aux données, avec notamment les pratiques des comités scientifiques et éthiques locaux qui devront se caler, ou en tout cas qu'on cherchera à caler avec les procédures du CESRES, qui est l'organisme qui regarde les projets au niveau national, pour assurer une homogénéisation. Et au-delà de l'homogénéisation, il y aura bien sûr d'autres aspects. Donc là, vous voyez bien que dans ce cadre-là, on est plutôt dans un schéma où on a quelque chose qui marche aujourd'hui avec évidemment des critiques et des aspects qui marchent moins bien, et on essaie de corriger ces points-là, et évidemment des choses sur lesquelles il faut se projeter sur une amélioration à venir. Alors, il y a des sujets auto-réglementaires, mais là je laisserai, puisqu'on a le plaisir d'avoir Marie-Zins qui intervient juste après, donc sur les méthodologies de référence et les référentiels d'accès. Évidemment, on a des sujets importants à produire, et elle va nous parler de la consultation qui a été faite sur ces sujets-là. Il y a évidemment le sujet de la tarification. On est en train de tester des grilles de tarification sur la mise à disposition des données simples, des données des entrepôts. Et on travaille avec les principaux entrepôts pour mettre en place une grille de tarification qui est en cours de test. Et on a une deuxième version qui est en train de se tester. Et puis, évidemment, on a le dernier point que vous attendez tous, mais qui est quand même important pour nous, c'est évidemment que on optimise la mise à disposition des données de la base principale, que vous connaissez tous, le système national de santé, mais effectivement, cette base principale qui doit être évidemment mieux utilisée, etc. Il faut rappeler simplement qu'on a beaucoup, malgré tout, progressé. C'est-à-dire que voilà, on avait 30 projets par an en 2018, on est passé à 100 dans les données 2020, on est à plus de 200 aujourd'hui. C'est insuffisant parce qu'effectivement, plus on en fait, plus on en a besoin, et plus, etc. Donc la demande, en fait, elle est largement pas satisfaite aujourd'hui, et donc on cherche à s'améliorer en travaillant, évidemment, et en particulier l'assurance maladie travaille avec la plateforme de santé pour améliorer tout ça. Et évidemment, le jour où on aura réglé le sujet de l'hébergement de la base principale, ça ira là aussi nettement mieux, et on pourra faire mieux. Donc tous ces schémas-là, ce sont des choses qui sont en cours et qui améliorent les choses du quotidien, j'espère, pour les porteurs de projets, aujourd'hui, demain et après-demain, avec les progrès qui sont à venir, notamment dans la simplification des procédures. C'était la fin. Merci beaucoup, Claude. Heureusement qu'il était là, comme ça, vous ne m'avez pas entendu que moi sur cette séquence également. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir donc Marie-Zins de la CNIL, qui est commissaire en charge des données de santé et qui va pouvoir nous faire un retour sur la consultation sur les méthodologies de référence. Bonjour, donc effectivement, je vais me lancer dans, je pense, quelque chose qui est assez attendu. C'est le retour de la concertation qui a été lancée par la CNIL au début de l'été, et qui en est actuellement à la présentation des résultats de cette concertation. Tout au début, donc entre octobre et décembre, il y a eu le travail d'analyse de ce retour, et puis les premières présentations, notamment à la PDS, mais aussi au collège de la CNIL, et puis bien ici, qui est tout à fait, qui est notre première présentation
à l'écosystème. Et puis, il y aura un webinaire, mais le webinaire, il est déjà victime de son succès puisqu'on peut déjà plus prendre d'inscription. Donc, la deuxième étape, c'est d'élaborer un plan de travail en lien avec les organismes publics et privés représentatifs. On présentera ce plan de travail au collège de la CNIL et puis on lancera les premiers groupes de travail. Ce que je voudrais déjà présenter, c'est l'état d'esprit dans lequel on souhaite travailler, qui est un état d'esprit d'abord de co-construction des référentiels avec tout l'écosystème, avec à partir des axes prioritaires qui ont été identifiés lors de cette concertation et en collaboration avec les acteurs impliqués. La deuxième chose dans laquelle on voudrait s'engager, c'est d'essayer d'être agile, c'est-à-dire ne pas attendre qu'une méthode de référence soit complètement ficelée pour la proposer, mais de le faire, alors sans le faire trop souvent quand même, mais de le faire de façon successive, et tout d'abord de pouvoir adapter certains référentiels aux besoins remontés par les acteurs et qui ne nécessitent pas la construction d'un groupe de travail. Donc, essayer de modifier rapidement les référentiels, les méthodologies de référence là où ça ne demande pas trop de groupes de travail, et puis après ça, avancer petit à petit. Et puis, il y a aussi un travail de continuité de la diffusion de la doctrine de la CNIL pour mieux accompagner les acteurs et à moyen d'outils de conformité avec des fiches pratiques, par exemple, traduire des référentiels en anglais qui nous a été très demandé. Et donc, l'objectif étant d'avoir des acteurs toujours plus et mieux accompagnés. Alors, l'analyse générale, vous voyez ici la typologie des acteurs ayant participé à la consultation publique, et donc on peut noter déjà une forte mobilisation parce que vous avez 141 contributions, et donc vous voyez ici les principaux répondants, et donc qui montre déjà qu'il y a une forte mobilisation avec des attentes de l'écosystème pour la modification des référentiels existants, mais aussi une forte demande de participer à des groupes de travail. Il y a une forte diversité des répondants, donc une forte diversité des besoins et des priorités qui ont été exprimées. On peut noter une faible représentation des patients, mais bien évidemment, ils seront recontactés, ainsi que tout l'ensemble de l'écosystème, pour pouvoir travailler dans des groupes de travail. Quand on regarde l'analyse générale des contributions aux différentes questions du questionnaire, on peut voir un nombre de réponses, par le nombre de réponses des catégories, là vous voyez donc l'importance qu'apporte l'écosystème aux items. Donc on note des axes de travail transversal à prioriser, notamment la possibilité d'appareiller les données, et notamment l'appariement aux données du SNDS, l'aménagement des modifications d'informations, les catégories de destinataires de données. On note des besoins liés aux outils de conformité et des besoins liés à l'accompagnement d'utilisation d'intelligence artificielle, et les référentiels les plus sollicités, la MR001, la 003, la 004, et puis le référentiel EDS. Donc vous voyez à la droite ou à la gauche donc des réponses qui sont beaucoup moins importantes. Il ne s'agit pas qu'ils sont moins importants, mais en fait, ce sont souvent des référentiels qui sont assez récents, ou alors ce sont des réponses concernant des approches très sectorielles, des référentiels, notamment les accès précoces, les accès compassionnels, les vigilances sanitaires. Alors, les messages clés qu'il faut retenir, le premier, c'est un fort besoin de formation et d'accompagnement des acteurs. Et donc, les axes de travail de la CNIL seront d'abord de poursuivre la diffusion de la doctrine de la CNIL, parce que c'est quand on a une doctrine claire qu'on peut mieux accompagner les acteurs. Mettre à jour le site web de la CNIL, parce qu'effectivement, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Mettre à jour les formulaires de demande d'autorisation de la CNIL, un travail qui va se faire en lien avec la plateforme des données de santé. Développer un langage clair dans les référentiels. Il est évident que certaines méthodologies de référence ne sont pas toujours très claires. Et puis, en lien avec les autres autorités compétentes, travailler à l'élaboration de guides ou de formations en commun et réfléchir à l'articulation des référentiels CNIL avec ceux adoptés par d'autres autorités. Je pense notamment au référentiel de sécurité du SNDS, la certification HDS, le Secnum Cloud, qui pose vraiment beaucoup de problèmes également. Deuxième message, qui est une réflexion à mener en transversalité par thématique et non pas travailler référentiel par référentiel. Et on voit bien qu'il y a des thématiques qui sont complètement transversales au référentiel. Je citerai le besoin de clarification du cadre réglementaire,
le besoin d'outils de conformité, les modalités d'information, des éléments sur la destinataire ou accédant des données, la nécessité de prévoir l'appariement des données, les besoins liés à la décentralisation, dématérialisation de la recherche et l'évolution de catégories de données, hors appariement et décentralisation, dématérialisation. Et donc les axes de travail qui sont mis en place par la CNIL vont être autour, bien évidemment, de ces thématiques. Les autres messages clés, ce sont d'abord, il ressort des besoins qui sont non couverts par les référentiels, donc on va se rapprocher des acteurs pour voir comment mieux répondre à leurs besoins. Et puis, un sujet que je voudrais quand même un petit peu insister dessus, c'est qu'il y a beaucoup de sujets, de remarques qui ont été faites dans ce questionnaire qui ne relèvent pas de la compétence de la CNIL. Parmi ce sujet, je souhaitais la qualification d'une recherche impliquant la recherche de la personne humaine ou une NRIPH qui ne concerne pas la CNIL. RIPH, NRIPH, c'est le promoteur qui décide. Tout ce qui est autour de la loi Jardé également, les exigences légales et réglementaires liées à la loi Jardé ne relèvent pas des compétences de la CNIL. Le recueil du consentement de façon dématérialisée ne relève pas des cadres de la CNIL, ainsi que l'élargissement des accès permanents au SNDS qui sont pas mal revenus dans les questionnaires. Et puis la certification HDS non plus. Donc les axes de travail, ce n'est pas parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la CNIL que la CNIL n'est pas intéressée par ça. Donc on propose de poursuivre le travail de concertation avec les organismes et acteurs publics compétents, et puis également de mettre en place des formations transversales avec les autorités compétentes, et cela aussi en lien avec la PDS. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de réponses, beaucoup de demandes, pardon, et donc pour mieux y répondre, il va falloir quand même prioriser les axes de travail, et cette priorisation, elle se fera avec les acteurs. Il faudra également être capable de déléguer certaines actions et de prioriser les actions rapides lorsque la doctrine est stable. Alors, si on refait un point, par exemple, sur tout ce qui ne concerne pas la personne humaine, la recherche de NRIPH, en ce qui concerne les retours concernant la MR004, on peut noter qu'il y a plus de 70% des répondants qui expriment avoir expérimenté des difficultés sur la modalité d'information des participants. Et donc là, les actions de la CNIL, les axes de la CNIL, sera déjà d'expliquer que on ne peut pas admettre des dérogations qui sont contraires au RGPD et à la loi d'informatique et liberté, mais que néanmoins, il sera quand même important de mieux comprendre ce qui est autour de cette difficulté d'information par des cas d'usage avec des critères objectifs pour déroger à l'information individuelle. La deuxième chose qui remonte des analyses sur les retours sur la MR004, c'est que plus de 50% des répondants souhaitent de faire évoluer l'origine et la nature des données qui sont collectées dans le cadre de l'AMR, notamment pour beaucoup de choses autour du recueil de la voix et de l'image, mais aussi, bien évidemment, beaucoup de retours sur la nécessité d'appareiller avec les bases administratives, que ce soit le SNDS ou d'autres bases, avec ou sans collecte du NIR. Et donc là, ce qu'on propose, c'est de travailler avec l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir faire des réflexions sur les modalités d'appareillement standardisées, autour de l'appariement déterministe ou probabiliste, et de voir s'il faut maintenir l'avis du CESRES dans certains cas. Et dans ce cas-là, sous quelle mesure de sécurité. Enfin, une partie également de réponse concerne les destinataires des données, que ce soit le partage de l'information aux sous-traitants, mais également autour de l'accès aux données d'identification, ainsi que des données de santé aux responsables de traitement, ou de manière résiduelle pour permettre l'ajout de catégories de destinataires. Et donc là, il va y avoir des réflexions sur les cas d'usage d'accès aux données de santé, aux données d'identification et les mesures de sécurité associées. En ce qui concerne les référentiels impliquant un accès au système national des données de santé, il faut encore une fois constater que les principaux besoins identifiés par les acteurs ne relèvent pas de la compétence de la CNIL. Et ils concernent d'une part l'élargissement des accès permanents au système national de données de santé, et ça ne relève pas de la compétence de la CNIL, ni de la réduction des délais d'accès aux données. Par contre, les acteurs ont également mis en évidence la nécessité de préciser la notion d'étude, notamment dans le cadre de l'accès au PMSI, de préciser les modalités de mise en œuvre des mesures de sécurité des traitements et de remplacer la mesure d'audit externe exigée dans le cadre de la MR006. Et donc là, les axes de travail proposés
ce sera de poursuivre le travail de formation et d'accompagnement en collaboration avec la plateforme des données de santé, de modifier la MR 006 pour remplacer l'audit externe par un bilan tel que prévu dans la MR 008, et de collaborer à la rédaction d'un guide sur le référentiel de sécurité du SNDS sous pilotage de l'adresse, et puis de faire évoluer les MR 007 et 008 lorsque les modalités de mise à disposition de la base principale du SNDS seront stabilisées. Enfin, quelques retours sur le référentiel entrepôt de données de santé. Là aussi, pour dire que dans 50% des répondants, ils expriment avoir expérimenté des difficultés, notamment du fait des mesures de sécurité qui sont imposées actuellement dans le référentiel, autour des problématiques de la pseudonymisation, anonymisation et de l'autorisation d'export des données. Il y a aussi des questions autour des modalités d'information qui reviennent, des difficultés d'information des sujets qui sont dans les entrepôts de données, des difficultés autour de l'extension des finalités couvertes par le référentiel, hors EDS hospitalier, et puis environ 40% des répondants qui expriment des difficultés du fait de l'origine et de la nature des données et de la durée de conservation. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va être mis un groupe de travail dédié à la mise en jour du référentiel des entrepôts de données de santé, qu'il va y avoir une réflexion sur le niveau de sécurité attendu en lien, mais qui pourra se faire qu'en lien avec le règlement relatif à l'espace européen des données de santé, et puis la formation et accompagnement des acteurs avec la mise en conformité des registres et la précision des champs d'application, etc. Voilà donc ce que je voulais vous présenter, donc un vaste travail que la CNIL souhaite bien évidemment faire au plus près des exigences, et des exigences, en tout cas des volontés et des souhaits des acteurs. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Juste un petit mot pour la clôture. Donc, cette présentation en fait clôt cette séquence plénière. Mais ne partez pas maintenant. On a maintenant donc différents ateliers qui sont détaillés ici. On va laisser cette slide, mais vous avez normalement des indications pour rejoindre les ateliers. Les ateliers sont pleins en termes d'inscription, donc je vous remercie de privilégier d'aller vers les ateliers auxquels vous avez été inscrits ou de voir s'il reste des places derrière. Donc on a deux séquences d'ateliers, un 15h-16h une première séquence et 17h-18h. Il y a toute la partie exposition, lauréats et partenaires. N'hésitez pas à aller voir tout le monde et à discuter dans les espaces d'exposition. Et surtout, à 18h, ne partez pas. Il y a la cérémonie des talents de la e-santé animée par Alex Fredo à 18h30 qui aura lieu dans cet amphi. Je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants de la plénière qui m'ont fait l'honneur effectivement d'animer et de présenter des choses absolument passionnantes et passer une excellente journée sur l'innovation en santé numérique. Merci à tous.